À peine débarqué à Luanda, le chef de file du Front Polisario et président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, est venu s'inviter au cœur du 7e sommet UA-UE. La capitale angolaise, qui s'est récemment transformée en épicentre de tractations diplomatiques, n'a pas seulement déroulé le tapis rouge, elle a servi de scène à un moment hautement symbolique. Dans une Afrique en pleine mutation et des relations euro-africaines en constante redéfinition, la présence de Ghali ne relève pas de la simple formalité protocolaire, elle est une déclaration politique en soi. Invité par les deux piliers continentaux que sont l'Union africaine et l'Union européenne, la délégation sahraoui ne s'est pas pointée par hasard. Ce geste concerté, loin d'être anodin, vient renforcer ce que beaucoup perçoivent déjà comme une évidence diplomatique. La cause sahraoui reste solidement ancrée au cœur des préoccupations internationales, et le Front Polisario demeure aux yeux de bien des chancelleries le seul porte-voix authentique du peuple sahraoui. Quant à Brahim Ghali, son arrivée à Luanda n'a pas été accueillie dans l'indifférence. Bien au contraire, les autorités angolaises l'ont reçu avec les honneurs, tout en réaffirmant leur appui sans ambiguïté aux droits des Sahraouis, à disposer d'eux-mêmes un soutien en droite ligne avec les textes onusiens. Les caméras africaines, comme européennes, se sont immédiatement braquées sur cet accueil, qui n'a échappé à personne. Pour beaucoup, c'est la preuve éclatante que l'Union africaine reste fidèle à son cap historique, celui du respect du droit international et de la fin des reliquats coloniaux, dont le Sahara occidental est à ce jour l'unique survivant sur le continent. Alors que certains médias marocains s'agitaient bruyamment pour dénoncer la présence sahraoui au sommet, celle-ci s'est pourtant déroulée comme un fait établi presque inévitable. Du côté des diplomates africains, le ton est sans équivoque. Dans un sommet UA-UE, chaque membre de l'Union africaine a sa place à la table, pointe finale. Et si cela dérange, tant pis. Les Européens, eux, n'ont d'autre choix que de se conformer au consensus africain, lequel inclut, sans conteste, la République sahraoui parmi ses membres à part entière. Pendant ce temps à Bruxelles, c'est dans l'hémicycle européen que le ton est monté. La question des échanges commerciaux entre l'UE et le Maroc, et surtout la provenance controversée de certains produits estampillés Sahara occidental, a enflammé les débats. Plusieurs députés, en particulier dans la commission de l'agriculture, ont tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, valider un tel accord revient à piétiner les décisions de la Cour de justice européenne, laquelle a déjà statué que tout contrat incluant le Sahara, sans l'aval explicite du peuple sahraoui, n'a aucune valeur légale. Avec ce vote, l'Union européenne a raffermi son cadre juridique. Pour elle, le Maroc et le Sahara occidental relèvent bel et bien de deux entités distinctes, que ce soit dans le droit international ou dans sa propre législation. Selon plusieurs médias, la Commission européenne aurait pourtant tenté de contourner l'obstacle en cherchant des solutions alternatives pour l'étiquetage des marchandises issues des zones sahariennes administrées par Rabat, par exemple, en remplaçant la désignation réelle du territoire par des appellations administratives marocaines. Une manœuvre qui n'a pas convaincu tout le monde. Plusieurs eurodéputés y ont immédiatement vu une façon détournée d'échapper au jugement de la Cour de justice, au détriment de la crédibilité même de l'Union européenne lorsqu'elle prétend défendre le droit international. Pendant que l'Europe scrute fébrilement ses réserves de gaz à l'approche des frimas, l'Algérie, fidèle, soutien de la cause sahraoui, a saisi l'occasion pour remettre à plat certains accords commerciaux avec Bruxelles. Un timing parfait d'un côté les Européens en quête désespérée de stabilité énergétique, de l'autre Alger qui voit grand et entend élargir sa palette d'exportation. Fini l'époque où l'on n'échangeait que du gaz et du pétrole, désormais l'Algérie ambitionne d'inonder les marchés européens avec ses produits agricoles, ses ressources minières et son industrie renaissante.
un rééquilibrage subtil mais assumé dans lequel l'énergie reste la clé, mais pas l'unique carte dans la Manche algérienne. Selon plusieurs analystes économiques, les cartes ont été largement redistribuées en faveur d'Alger ces dernières années. Pourquoi ? Parce que le pays n'a pas seulement profité de sa position de pivot énergétique mondial, il a aussi entrepris de profondes réformes internes qui commencent à porter leurs fruits. Résultat, Bruxelles, autrefois inflexible, revoit désormais sa copie contrainte d'assouplir ses exigences dans des accords commerciaux que l'Algérie avait longtemps dénoncés comme inéquitables. Aujourd'hui, plus personne ne conteste son rôle de poids lourd régional, et sa voix notamment sur le dossier sahraoui résonne de plus en plus fort dans les cercles diplomatiques. Quant à la participation des Sahraouis au sommet, elle n'est pas passée inaperçue. Elle a même agité les sphères politiques et médiatiques comme un pavé dans la mare. Pour certains commentateurs, il s'agit d'une avancée majeure pour la diplomatie sahraoui. Pour d'autres, c'est une piqûre de rappel, malgré les efforts pour étouffer l'affaire. La question du Sahara occidental s'accroche fermement à l'agenda international et refuse obstinément de quitter la scène. D'après plusieurs ONG européennes engagées pour les droits humains, la récente annulation de l'accord commercial entre l'UE et Rabat marque une étape décisive vers un alignement plus fidèle avec le droit international. À leurs yeux, la règle est limpide, tout traité impliquant le Sahara occidental doit passer par l'approbation du peuple sahraoui, incarné par le Front Polisario. Faute de quoi, l'accord risque fort de finir devant les tribunaux, aussi bien à Luxembourg qu'à La Haye. Pendant ce temps, les tractations entre Bruxelles et Alger battent leur plein, notamment sur les sujets sensibles que sont l'énergie et le commerce. Et dans ce climat tendu, le sommet de Luanda n'est pas passé inaperçu. Aux quatre coins du continent, analystes et diplomates scrutent les moindres signes et un constat s'impose: la présence sahraoui aux côtés des délégations africaines et européennes envoie un signal sans ambiguïté: le dossier du Sahara occidental reste entier et aucune solution dictée unilatéralement ne pourra prétendre à la légitimité hors du cadre du droit international. Pour une bonne partie des analystes chevronnés, le climat diplomatique actuel autour du Sahara occidental atteint un niveau de gravité rarement égalé ces dernières années. Pourquoi ? Parce que plusieurs courants longtemps parallèles semblent enfin se croiser: l'Union africaine, qui campe sur sa ligne dure, le Parlement européen, où les débats sur le Sahara gagnent en intensité, et une Algérie qui redéfinit habilement ses relations économiques avec l'Europe. Mis bout à bout, ces éléments repositionnent la question sahraoui au cœur même des équilibres géopolitiques du continent. Quand on prend du recul et qu'on observe la trame de fond, reliant les récents rebondissements diplomatiques entre l'Afrique, l'UE-Alger et la RASD, un constat s'impose: on est bien au-delà d'une simple série de rencontres de façade. Ce qui se joue là, c'est une transformation en profondeur, portée par des courants historiques puissants entre la mémoire coloniale, encore vive, les tensions énergétiques globales, les calculs stratégiques des grandes puissances, et surtout la voix insistante des peuples qui exigent qu'on les écoute enfin. Ce qui se dessine peu à peu des deux côtés de la Méditerranée, c'est bien plus qu'une suite de décisions isolées ou de gestes diplomatiques dispersés. Ce que l'on voit émerger, c'est un changement d'optique global, un réalignement progressif des lectures du pouvoir et des équilibres géopolitiques dans la région. Qu'il s'agisse de voix qui s'élèvent à Strasbourg, d'engagements venus de capitales africaines ou de déclarations feutrées dans les couloirs de la diplomatie, un même fil rouge se dégage: la résurgence du droit international comme boussole et le rappel fondamental qu'aucun peuple ne peut être exclu du choix de son propre destin. En scrutant de plus près les débats sur les accords économiques, les jugements en cascade
rendu par la Cour de justice de l'UE, et la tonalité nouvelle des discours politiques, une tendance se précise, le droit devient terrain de résistance. Un espace où la légitimité des Sahraouis à participer aux décisions qui les concernent ne cesse de s'affirmer. Ce mouvement n'a rien de symbolique ou décoratif, il entérine la solidité des revendications portées depuis des décennies par le Front Polisario, et il révèle parfois en sourdine, mais avec constance, une volonté européenne de revenir aux principes fondateurs du droit, même si cela suppose de démonter pièce par pièce des accords passés sous d'autres logiques. Dans le contexte géopolitique actuel, la présence de Brahim Ghali au sommet UA-UE ne relève pas du simple décorum diplomatique, elle pèse lourd. Elle incarne à la fois une reconnaissance implicite mais puissante de la légitimité sahraoui par la scène internationale et un témoignage éclatant de l'unité de l'Union africaine autour d'un combat qui, malgré les décennies, n'a toujours pas été clos, celui du dernier vestige colonial du continent. Une unité souvent minimisée, mais qui dans les faits reste l'un des leviers les plus puissants de l'Afrique pour faire entendre sa voix face aux géants du Nord. Voir le président sahraoui prendre place à la table des discussions n'est donc pas un geste banal. C'est un message fort, une balise, voire une mise en garde. L'Afrique reste fidèle à ses principes initiaux, ceux de souveraineté, d'autodétermination et de solidarité entre peuples. Et si l'Union européenne, ces dernières années, a modifié sa posture pour intégrer sans exception tous les membres de l'Union africaine au sommet conjoint, c'est bien parce qu'un nouvel équilibre est en train de s'imposer, un réajustement profond qui rebat les cartes du dialogue entre continents. Fini le temps où l'Europe pouvait choisir ses interlocuteurs africains comme on pioche dans un catalogue. Aujourd'hui, les dynamiques ont changé, l'Afrique politique parle d'une seule voix, et elle entend bien qu'on l'écoute. Face à une Union africaine plus structurée, plus affirmée, les partenaires européens n'ont d'autre choix que de s'aligner sur des règles du jeu collectif. La négociation à la carte s'est dépassée. L'époque du deux poids, deux mesures semble céder la place à une coopération plus équilibrée, du moins en apparence. Ce basculement impensable il y a encore une génération révèle une Afrique bien décidée à sortir du rôle de figurante. Fini le temps des coulisses, elle monte sur scène, impose son rythme et exige d'être traitée comme une force politique incontournable. Cette montée en puissance n'est ni accidentelle ni symbolique, elle traduit la volonté d'un continent de s'émanciper des anciens schémas et d'écrire cette fois ses propres règles du jeu. Tandis que les lignes bougent à l'échelle continentale, l'Algérie avance ses pions avec une précision stratégique. Elle muscle discrètement ses atouts économiques, affine son influence diplomatique et capitalise sur son levier énergétique dans un monde où la sécurité d'approvisionnement est devenue une obsession planétaire. Résultat, lorsqu'elle s'assoit à la table des négociations avec l'Europe, elle ne quémande rien, elle pèse. Derrière les réformes engagées, c'est une Algérie transformée qui émerge plus sûre d'elle, plus souveraine, dans ses choix, plus audacieuse dans ses ambitions. Fini le temps des concessions déséquilibrées, aujourd'hui, Alger parle de réciprocité, de partenariat équitable et de respect mutuel. Forte de son rôle central dans la cartographie énergétique mondiale, elle entre dans les discussions non plus en position de faiblesse, mais avec la volonté assumée de redéfinir les règles du jeu à sa mesure. Dans ce nouvel échiquier géopolitique, l'Algérie ne se contente plus d'exister, elle impose sa vision. Et parmi les piliers de cette diplomatie affirmée son soutien indéfectible aux droits des Sahraouis à l'autodétermination, s'affiche avec une légitimité renforcée.
Ce n'est plus simplement une posture idéologique, c'est une position stratégique qui s'impose dans le jeu des relations internationales. Derrière les débats juridiques, les accords de couloir et les calculs d'influence, se cache une réalité bien plus brute, celle d'un peuple éparpillé, parfois oublié, mais jamais résigné. Le dossier sahraoui, avant d'être une énigme diplomatique, est d'abord un cri silencieux pour l'existence. On y trouve des vies suspendues, des identités en veille et une détermination farouche à ne pas disparaître. Et c'est justement cette dimension humaine, trop souvent étouffée, sous les chiffres et les rapports, qui devrait rester au centre de toutes les discussions. Quand les grandes instances internationales insistent sur la nécessité de consulter le peuple sahraoui, elles envoient un message sans détour, ce n'est ni par les armes, ni à coups de traités déséquilibrés, ni à travers des calculs géopolitiques opaques que l'on réglera cette affaire. La seule voie légitime, c'est celle qui passe par le respect profond, presque sacré du droit des peuples, à décider eux-mêmes de leur sort. Toute autre tentative sonne faux. Ce qui se joue actuellement sur la scène diplomatique n'a rien d'un feu d'artifice. Pas de détonation spectaculaire ni d'annonce fracassante. Et pourtant, les plaques tectoniques bougent. À mesure que les voix africaines s'unissent, et que l'Europe semble réaligner ses pas avec le droit international, la cause sahraoui glisse doucement mais sûrement vers un moment charnière. Ce tournant ne crie pas son nom, mais il est bien la fait d'accumulation de décisions judiciaires, gestes politiques, déclarations symboliques, un fil rouge qui tisse peu à peu le canevas d'une issue équitable et durable. L'histoire a cette manie tenace, elle finit toujours par donner raison aux luttes justes, même quand elles semblent s'éterniser dans le silence. Les combats portés par des peuples en quête de liberté connaissent parfois des pauses, des ralentissements, voire des détours, mais jamais de renoncement. Le cas du Sahara occidental n'échappe pas à cette logique implacable. Les signaux, venus d'Afrique d'Europe et d'ailleurs, sont clairs. Le rideau tombe peu à peu sur l'ère du déni et de la manœuvre. Le temps de l'effacement sahraoui touche à sa fin. Ce que révèlent les dynamiques actuelles, c'est qu'une solution juste ne se dessine pas en un claquement de doigts, mais qu'elle s'élabore lentement à force de secousses profondes et de prise de conscience collective. Le cap est fixé même si l'horizon reste parfois brumeux. Ce processus requiert plus qu'une simple déclaration d'intention. Il exige de la communauté internationale une constance inflexible, un respect scrupuleux du droit et surtout une écoute sincère des peuples concernés. Ce n'est plus une hypothèse lointaine, c'est un chemin qui s'ouvre pierre par pierre. Lorsque toutes les pièces du puzzle s'assemblent, des institutions européennes qui s'alignent timidement sur le droit aux voies africaines de plus en plus cohérentes, une chose devient envisageable, que la paix, la stabilité régionale et la justice pour les Sahraouis ne soient plus de simples promesses en l'air, mais bel et bien des perspectives tangibles. Ce qui hier semblait lointain ou utopique se dessine aujourd'hui avec une netteté nouvelle. Le décor change lentement, mais avec certitude. L'ultime responsabilité revient désormais à ceux qui écrivent l'histoire, dirigeants diplomates, institutions multilatérales, et bien sûr, les peuples eux-mêmes. C'est à eux de maintenir le cap, d'alimenter l'élan jusqu'à ce que l'Afrique puisse tourner définitivement la page de sa dernière lutte de décolonisation. Le moment n'est pas encore venu de baisser la garde, mais il n'a jamais été aussi proche de voir l'histoire rendre enfin justice.